L'accusation. Tous les regards se tournent vers moi. C'était un mardi comme les autres. Je savourais mon café, plongé dans des feuilles de calcul, quand ma chef, Karine, a fait irruption dans le bureau. Ses talons résonnaient comme des coups de feu sur le carrelage. Elle n'a pas pris la peine de saluer ou de faire dans la dentelle. « Quelqu'un vole de l'argent !» a-t-elle crié en brandissant une feuille imprimée. 3,8 millions d'euros, disparus. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce, seulement troublé par le mouvement nerveux des chaises et des claviers qui se sont tus soudainement. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une expression indéchiffrable. J'ai regardé autour de moi. Personne ne parlait, mais tous les yeux se sont lentement tournés vers moi. Ceux de Karine se sont plissés. « Ce sont toujours les plus discrets », a-t-elle dit, presque comme une plaisanterie. Mais il n'y avait aucune once d'humour dans sa voix. Elle a souri. J'avais déjà vu ce sourire. Cela signifiait qu'elle avait déjà pris sa décision. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai cherché dans mon tiroir, sorti mon téléphone et l'ai déverrouillé avec mon empreinte digitale. J'ai regardé Karine droit dans les yeux et j'ai dit calmement « Vous devriez peut-être regarder ça ». Son sourire a vacillé. Le temps a semblé s'arrêter dans la pièce. Je travaille chez Finance Paris, un cabinet de conseil financier en plein cœur de la capitale française. Je suis au service comptabilité depuis exactement 3 ans et 2 mois. De Sainte. Mon bureau près de la fenêtre, je peux voir l'agitation des grands boulevards, remplis de touristes et de Parisiens pressés. Mais aujourd'hui, ce paysage urbain me semble lointain, comme si je regardais un film muet de très loin. Karine Duval, la directrice financière, a toujours été impitoyable. Sa réputation dans le secteur financier est légendaire, brillante, mais cruelle. Dès mon premier jour, elle m'a traitée comme une ombre, une personne insignifiante. Chloé, la nouvelle, m'appelait-elle, même après 3 ans. Le silence dans le bureau était si dense que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Mes collègues, Julien, Anne, Romain et Hélène, restaient immobiles. Nous avions partagé des cafés, des déjeuners et quelques dîners d'entreprise. Mais à cet instant, leurs regards faisaient de moi une étrangère, la suspecte idéale. « Ne sois pas si dramatique, Chloé », a dit Karine, tentant de reprendre le contrôle. « Tu sais que les caméras de sécurité enregistrent tout, n'est-ce pas? Même quand tu arrives tôt ou que tu restes tard. » Son ton insinuait qu'elle avait déjà des preuves contre moi. J'ai regardé mes collègues. Julien évitait mon regard, la tête plongée dans son ordinateur. Anne faisait semblant de vérifier des papiers. Seule Hélène a soutenu mon regard, 1 seconde, avec un mélange de doute et de compassion. « Je peux vous parler en privé ?» ai-je demandé à Karine, gardant ma voix ferme, malgré la tempête qui faisait rage en moi. « Il n'y a rien que tu aies à dire qui ne puisse être entendu par tout le monde, a-t-elle répondu en croisant les bras. Après tout, nous sommes comme une famille, n'est-ce pas? Son ton sardonique a fait que plusieurs collègues se sont agités, mal à l'aise, sur leurs chaises. J'ai pris une profonde inspiration. Très bien. J'ai connecté mon téléphone au projecteur que nous utilisions pour les présentations hebdomadaires. Le grand écran sur le mur a pris vie. Si nous devons faire ça en public, faisons-le correctement. Karine a fait un pas en avant, comme pour m'arrêter, mais s'est retenue lorsque la première image est apparue à l'écran. C'était une capture d'écran de son email. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Sa voix sonnait maintenant moins assurée. « Ça veut dire que je ne suis pas aussi invisible que vous le pensiez. » L'ai-je répondu, gardant le pouce sur mon téléphone, prête à montrer le reste des preuves. Peut-être devrions-nous appeler Mathieu du service juridique avant de continuer. Le nom de Mathieu Sanchez, notre sévère conseiller juridique, a fait visiblement pâlir Karine. Elle avait toujours eu une relation tendue avec lui, surtout depuis que Mathieu avait remis en question certaines de ses méthodes comptables l'année dernière. « C'est ridicule », a-t-elle balbutié, mais sa confiance antérieure s'était envolée. « Tu ne peux pas simplement accéder à mes emails privés, c'est illégal. » Pas aussi illégal que de détourner 3,8 millions d'euros vers un compte au Luxembourg. Ai-je répondu, ressentant un calme étrange malgré la tension du moment.
ou que d'essayer de faire accuser une subordonnée innocente. Les murmures ont commencé à se propager dans le bureau. Romain s'est levé, s'approchant de l'écran pour mieux voir. Hélène a sorti discrètement son téléphone, comme si elle documentait ce qui se passait. Karine s'est approchée de moi en baissant la voix. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Chloé. J'ai des amis partout. Un faux pas et ta carrière est finie, pas seulement à Paris, mais dans toute la France. » Je l'ai regardée sans ciller. « C'est une menace ? » « Prends-le comme tu veux, » a-t-elle répondu, retrouvant un peu de son arrogance. À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte et M. Alain Bernard, le fondateur et président de Finance Paris, est entré. Sa présence imposante a fait que tout le monde s'est redressé instinctivement. À 60 ans, M. Bernard restait une figure respectée dans le monde financier français. « Que se passe-t-il ici » a-t-il demandé de sa voix grave caractéristique, regardant d'abord Karine, puis moi. Mathieu m'a appelé en disant qu'il y avait une situation urgente. Karine s'est tournée vers lui, composant rapidement un sourire professionnel. « Juste un malentendu, Alain. Rien que nous ne puissions résoudre en interne. » Monsieur Bernard m'a regardé fixement. « Et vous, mademoiselle Dubois, pensez-vous aussi que c'est un simple malentendu ?» Je sentis tous les regards sur moi. C'était l'heure de vérité. Mon avenir, ma réputation, tout dépendait de ce que j'allais dire. « Non, monsieur Bernard, » ai-je répondu en tenant mon téléphone bien haut. « Ce n'est pas un malentendu, et j'ai des preuves que je pense que vous devriez voir. » Rétrospective. L'observatrice silencieuse. Ce qu'ils n'ont jamais remarqué chez moi. Pendant 3 ans, j'ai travaillé silencieusement au service financier de Finance Paris. J'arrivais tôt, je partais tard, et je restais discrète. J'étais la personne que tout le monde oubliait de mentionner lors des réunions. Personne ne se souvenait de mon anniversaire. Et c'était exactement ce que je voulais. Ils pensaient que j'étais timide, peut-être un peu ennuyeuse. Personne n'a jamais soupçonné que je prêtais attention à chaque détail, chaque connexion, chaque virement, chaque conversation chuchotée dans les couloirs. Tout a commencé par de petites irrégularités. Quelques 2000 € qui manquèrent par-ci, une transaction inhabituelle par-là. Quand j'en ai parlé à Karine une fois, elle m'a complètement ignorée. « On n'est pas ici pour jouer les détectives, Chloé. » Dame, a-t-elle dit avec dédain, tout en consultant des documents sans même me regarder. Alors j'ai arrêté de parler, et j'ai commencé à observer. Ma grand-mère Hélène me disait toujours « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». J'ai grandi dans un petit village de Provence, où elle m'a appris à être patiente et méticuleuse. La vérité finit toujours par éclater, mais parfois elle a besoin d'un coup de main pour la guider. Me répétait-elle en triant méthodiquement ses herbes médicinales. Au bureau, je suis devenue une ombre. Pendant les pauses café, je m'asseyais dans un coin de la salle de repos avec mon café crème, faisant semblant de lire un livre tout en écoutant les conversations. Lors des dîners d'entreprise à Saint-Germain-des-Prés, je m'asseyais stratégiquement près de Karine et de ses confidents, feignant d'être absorbée par mon bœuf bourguignon tout en captant des bribes d'informations. Avec le temps, les chiffres ont commencé à ne plus coller de manière plus évidente. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est de savoir qui avait accès aux comptes occultes et avec quelle fréquence le nom de Karine apparaissait dans les registres. Les vendredis après-midi, quand la plupart se dépêchaient de partir pour profiter du week-end, elle restait, pensant que personne ne le remarquerait. Moi aussi je restais, cachée derrière mon écran, le bureau étant suffisamment grand pour garder mes distances, sans éveiller les soupçons. Ils m'ont sous-estimée, parce que j'étais une femme, parce que j'étais jeune, parce que je venais de province. La provinciale, m'appelait un certain dans mon dos, comme si mon accent occasionnel était un signe d'infériorité intellectuelle. Mais ils m'ont aussi donné un accès complet au système d'audit parce que je ne représentais pas une menace. Je suppose qu'être invisible a ses avantages. Je me souviens clairement de la première fois où j'ai détecté un schéma suspect. C'était un mercredi pluvieux de novembre. Paris était devenu un labyrinthe de parapluies et l'odeur des marrons chauds imprégnait les rues.
Je vérifiais les virements du trimestre quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. De petites sommes qui partaient régulièrement vers une société nommée Consultant de la Méditerranée SARL. J'ai cherché des informations sur cette entreprise. Elle n'avait pas de site web, pas de bureau physique vérifiable, juste une boîte postale à Marseille. J'ai creusé davantage et j'ai découvert qu'elle avait été créée à peine 6 mois après que Karine ait pris ses fonctions de directrice financière. Pendant des semaines, j'ai documenté méticuleusement chaque mouvement suspect. J'ai créé un système de fichiers cryptés, capturé des emails compromettants, fait des captures d'écran, horodaté. J'ai même enregistré certains appels nocturnes depuis le bureau de Karine, quand elle croyait que tout le monde était parti. Une nuit, alors que je copiais des données, Romain est apparu à l'improviste. Mon cœur a fait un bond en le voyant sur le seuil de la porte. « Encore là, Chloé ?» a-t-il demandé avec curiosité. J'ai gardé mon calme. « Je dois finir ces rapports pour demain », ai-je répondu en fermant discrètement les fenêtres compromettantes. Karine les veut à la première heure. Il a hoché la tête, compréhensif. « Cette femme ne connaît pas de limites. Tu devrais apprendre à dire non de temps en temps. » J'ai souri faiblement. J'y penserai. Après son départ, j'ai attendu 10 minutes avant de continuer. Cette nuit-là, j'ai découvert quelque chose de crucial. Un email où Karine donnait des instructions à son mari, Henri Durand, sur la manière de gérer un compte au Luxembourg. « C'est l'endroit parfait », écrivait-elle. « Fiscalité réduite et assez proche pour s'y rendre, régulièrement sans éveiller les soupçons. » Au fil des mois, la somme détournée a augmenté. De centaines de milliers à des millions d'euros. Karine est devenue plus audacieuse, plus négligente. Peut-être pensait-elle que personne ne prêtait attention, ou peut-être que l'arrogance avait obscurci son jugement. Pendant ce temps, mon dossier de preuves devenait plus volumineux et plus solide. Hélène, ma seule amie au bureau, a commencé à remarquer mes sautes d'humeur. Un jour, alors que nous partagions un café sur la terrasse d'un bar près de la place des Vosges, elle m'a demandé directement « Ça va, Chloé ? Ces derniers temps, tu as l'air préoccupée. » J'ai hésité. Hélène était digne de confiance, mais la moindre fuite pourrait ruiner mon enquête. « Je suis juste fatiguée, » ai-je répondu. « Beaucoup de travail. »« Si tu as besoin de parler, tu sais que tu peux compter sur moi. » a-t-elle dit en me serrant légèrement la main. Je lui ai souri, reconnaissante pour son inquiétude, mais sachant que c'était un chemin que je devais parcourir seule. Du moins pour l'instant. Un après-midi, en consultant des documents aux archives, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un faux contrat, avec ma signature falsifiée, qui me liait directement à Consultant de la Méditerranée. Karine ne se contentait pas de voler. Elle préparait le terrain pour me faire accuser si quelque chose tournait mal. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Dans mon petit appartement du Marais, avec l'agitation de la vie nocturne parisienne en toile de fond, j'ai pris une décision. Je ne serai pas son bouc émissaire. Il était temps de passer à l'offensive. J'ai sécurisé mes preuves à plusieurs endroits. Des copies cryptées dans le cloud, des clés USB cachées à différents endroits, et même des documents imprimés dans un coffre-fort au nom de ma sœur Anna, dans une banque de l'avenue Montaigne. Je devais être intouchable. Je savais qu'affronter Karine directement ne fonctionnerait pas. Elle avait du pouvoir, du charme et le contrôle sur la majorité du conseil d'administration. Mes accusations seraient rejetées, comme celles d'une employée aigrie ou incompétente. Je devais être plus rusée. Alors, j'ai commencé à préparer ma défense et à planifier ma stratégie, comme un joueur d'échecs qui visualise plusieurs coups à l'avance. Karine croyait que j'étais un pion insignifiant, mais elle ne réalisait pas que j'étais sur le point de devenir la pièce qui mettrait la reine en échec. La préparation. Mettre en place le piège. Je savais qu'affronter Karine directement ne fonctionnerait pas. Elle avait du pouvoir, du charme et le contrôle sur la majorité du conseil d'administration. J'ai donc mis les choses en place discrètement. D'abord, j'ai créé des sauvegardes de tout. Dans le cloud, sur des clés USB cryptées et même des registres imprimés dans un coffre-fort au nom de ma sœur Anna.
Le plan a commencé à prendre forme par un froid matin de janvier. Paris s'est réveillé couvert d'une fine couche de givre, chose peu commune qui avait paralysé une partie des transports en commun. Le bureau était à moitié vide, ce qui m'a donné l'occasion parfaite de travailler sans regard curieux. J'ai envoyé des alertes anonymes au comité d'éthique interne, incluant juste assez d'informations pour tirer la sonnette d'alarme sans révéler mon identité. Je leur ai laissé une piste de miettes de pain, des comptes, des transactions et des signatures internes qui menaient à Karine. En 2 semaines, les rumeurs d'une enquête ont commencé à circuler dans le bureau. Karine a commencé à tenir des réunions d'urgence à huis clos. Elle est devenue nerveuse et négligente. Il se passe quelque chose avec Karine, m'a commenté Hélène, alors que nous partagions un taxi après une longue journée. La pluie frappait contre les vitres, brouillant les lumières de l'Arc de Triomphe. Elle est plus irritable que d'habitude, si c'est possible. Je me suis contentée de hocher la tête, feignant le désintérêt. Peut-être des problèmes personnels. Ou peut-être que les chiffres ne collent pas, a ajouté Hélène en me regardant du coin de l'œil. J'ai remarqué quelques divergences dans les rapports trimestriels. Mon cœur a fait un bond. Hélène était auditrice adjointe. Si elle aussi avait remarqué des irrégularités, la situation pourrait se précipiter plus tôt que je ne l'avais prévu. « Tu en as parlé ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton désinvolte. Hélène a secoué la tête. « Pas encore. Je voulais être sûre avant de lancer des accusations. »« Sage décision, » ai-je répondu, regardant par la fenêtre pour cacher ma nervosité. Cette nuit-là, j'ai accéléré mes préparatifs. Karine commençait à sentir la pression, et je devais être prête quand elle déciderait de chercher un bouc émissaire. Je savais que je serais son premier choix. 1 semaine plus tard, pendant la pause café, j'ai entendu Karine parler avec Julien dans la salle de repos. Ils ne m'ont pas vu entrer. Ils étaient trop absorbés par leur conversation près de la machine à café. « Nous devons serrer les rangs », disait Karine à voix basse. « Il y a des rumeurs d'un audit externe. »« Devrions-nous nous inquiéter ?» a demandé Julien, remuant nerveusement son café. Karine a laissé échapper un rire tendu. « Tout est sous contrôle. Si quelqu'un pose des questions embarrassantes, nous avons notre candidate parfaite pour porter le chapeau. » Je n'ai pas eu besoin d'entendre mon nom pour savoir de qui elle parlait. J'ai reculé silencieusement et suis sortie sans être détectée. Cet après-midi-là, j'ai finalisé mon chef-d'œuvre. Un dossier complet avec des clips audio, des enregistrements d'écran et une narration détaillant le schéma de fraude du début à la fin. Il comprenait des emails où Karine donnait des instructions explicites pour détourner des fonds, des captures d'écran de virements suspects et, le plus important, la preuve de la manière dont elle avait tenté de préparer le terrain pour me faire accuser. Le dimanche précédant le jour J, j'ai rendu visite à ma famille à Orléans. J'avais besoin de me rappeler pourquoi je faisais tout ça. Mon père, un professeur à la retraite aux principes inébranlables, m'avait toujours enseigné l'intégrité. « L'honnêteté n'est pas négociable, Chloé », me disait-il souvent. Ma mère, infirmière de profession, m'avait inculqué l'importance de la patience et de la précision. Alors que nous partagions un repas traditionnel, un gigot d'agneau, avec des pommes de terre, j'ai gardé le sourire, cachant la tempête qui se préparait. Je ne voulais pas les inquiéter. « Tu es silencieuse aujourd'hui », a observé ma mère en me servant plus de vin. « Juste fatiguée », ai-je répondu. « Beaucoup de travail ces derniers temps. » Ma sœur Anna, la seule qui connaissait une partie de mon plan, m'a lancé un regard de complicité de l'autre côté de la table. Elle avait gardé une copie de mes preuves dans son coffre-fort sans poser de questions. La confiance entre sœurs n'avait pas besoin d'explications. « Tout ira bien », m'a-t-elle dit en nous quittant. Ce n'était pas seulement un souhait, c'était une promesse. De retour à Paris, j'ai repassé mentalement chaque détail. J'avais envisagé tous les scénarios possibles, du déni absolu de Karine à une éventuelle contre-attaque. J'étais préparée à tout, sauf peut-être à la peur que je ressentais. Non pas à cause des conséquences professionnelles, mais à l'idée d'affronter publiquement quelqu'un d'aussi puissant que Karine. Le mardi matin, je me suis habillée avec un soin particulier. Un tailleur gris foncé,
une chemise blanche, le collier en argent que ma grand-mère m'avait offert. Je voulais me sentir protégée, armée non seulement de preuves, mais aussi de la force de ma famille. Je suis arrivée tôt au bureau, comme toujours. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois, m'assurant que tous les fichiers étaient accessibles. Puis j'ai attendu, travaillant tranquillement à mon bureau, consciente que chaque minute me rapprochait du moment crucial. À 9h30, comme je l'avais prévu en me basant sur sa routine, Karine est arrivée au bureau avec son entrée, dramatique habituelle, le claquement agressif des talons, le regard intimidant, le café dans une main et sa tablette dans l'autre. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à mon annonce immédiate. Réunion d'urgence. Maintenant, a-t-elle ordonné, sans s'arrêter sur son chemin vers la salle de conférence. Nous avons tous échangé des regards confus. Les réunions d'urgence n'étaient pas inhabituelles avec Karine, mais son ton était plus tendu que la normale. J'ai pris mon téléphone et j'ai suivi le groupe. Dans la salle, Karine n'a pas perdu de temps en formalité. Debout devant la table de conférence, avec le grand écran derrière elle affichant une feuille de calcul, elle a commencé brusquement. « Quelqu'un a détourné des fonds de l'entreprise », a-t-elle déclaré, scrutant nos visages. 3,8 millions d'euros ont disparu. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Je pouvais sentir la tension, presque palpable, comme l'air lourd avant un orage. J'ai mené mon enquête, a continué Karine, faisant glisser son doigt sur la tablette pour changer l'image à l'écran. Et j'ai trouvé une piste. La nouvelle image montrait une liste de transactions, toutes marquées en rouge. J'ai immédiatement reconnu que c'était un virement vers consultant de la Méditerranée, mais avec un détail alarmant. Mon nom apparaissait comme autorisateur. Chloé Dubois, a dit Karine, prononçant chaque syllabe de mon nom avec une lenteur délibérée. As-tu quelque chose à dire ? Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir le soupçon, la confusion, même la pitié dans certains regards. Karine souriait légèrement, sûre de sa victoire. Je n'ai pas réagi comme elle l'attendait. Je n'ai montré ni peur, ni indignation, ni tenté de me défendre à la hâte. Au lieu de cela, j'ai gardé mon expression neutre tout en sortant mon téléphone de ma poche. Je l'ai déverrouillé calmement en utilisant mon empreinte digitale. « En fait, oui, » ai-je dit, levant le regard pour croiser directement le sien. « Je crois que vous devriez voir ça. » Son sourire a légèrement vacillé. Elle ne s'attendait pas à du sang-froid. Elle s'attendait à de la panique. Ce petit moment de doute m'a confirmé que j'étais prête pour l'étape suivante. Le moment était venu. 3 ans de surveillance silencieuse, de documentation méticuleuse, de patience infinie, tout menait à cet instant précis. Karine m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. Son accusation dramatique, sa confiance arrogante, sa certitude aveugle que c'était moi qui tombais dans le piège. La révélation, là. Vérité en haute définition. J'ai connecté mon téléphone à l'écran de la salle de conférence. Le système a mis quelques secondes à se synchroniser. Des secondes qui ont paru une éternité. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. On n'entendait que le bourdonnement de la climatisation et le tic-tac de l'horloge murale. L'écran s'est animé et le visage de Karine est apparu, enregistré par la caméra de sécurité du bureau. Sa voix a rempli la salle. Vire les 40 000 € avant que le service juridique ne les voie. Puis son image dans un enregistrement nocturne, entrant seule dans le bureau après les heures de travail. Ensuite, une série de feuilles de calcul montrant les faux fournisseurs liés directement au compte offshore de son mari au Luxembourg. Quelqu'un a haleté. Plusieurs se sont levés. Le sourire de Karine avait complètement disparu. Elle s'est jetée sur moi, essayant de m'arracher le téléphone pour arrêter la vidéo, mais M. Bernard, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'est interposé entre nous. « Laissez la vidéo tourner », a-t-il dit froidement. « Ceci est maintenant une preuve officielle. » Le clip final a été le coup de grâce. Karine dans son bureau, disant « C'est parfait. Si quelqu'un le découvre, on accusera Chloé. Personne ne fait attention à elle de toute façon. » Je n'ai pas bougé.
Je n'ai pas souri, je suis simplement restée là, laissant le silence s'installer comme la poussière après une explosion. Karine a tenté de parler, mais n'a réussi qu'à balbutier. C'est truqué. Il est évident qu'elle a monté ses enregistrements. Sa voix était aiguë, désespérée. J'ai les originaux, ai-je répondu calmement. Avec les métadonnées intactes et des horodatages vérifiables. J'ai aussi des copies en possession de tiers, au cas où quelque chose m'arriverait. Monsieur Bernard a ajusté ses lunettes, observant attentivement l'écran où s'affichait maintenant un document avec ma signature falsifiée. « Depuis quand saviez-vous cela » m'a-t-il demandé sans quitter l'écran des yeux. « Depuis plus d'1 an, ai-je répondu. Au début, c'était de petites divergences. J'ai essayé d'en parler, mais personne n'écoutait la fille, discrète du service comptabilité. Hélène a fait un pas en avant. J'avais aussi remarqué quelques irrégularités ces derniers mois, mais je n'avais pas de preuves concrètes. Karine s'est tournée vers elle, le visage déformé par la colère. « Traîtresse, tu es aussi avec elle ?»« Je suis avec la vérité, » a répondu Hélène, soutenant son regard sans vaciller. Monsieur Bernard a levé une main, demandant le silence. « Mathieu, appelez la sécurité et contactez nos avocats. » Puis il s'est adressé à moi. « Mademoiselle Dubois, j'aurai besoin de copies de tout ceci. »« Bien sûr, » ai-je répondu en déconnectant mon téléphone. « J'ai un rapport complet de préparer. » Karine a laissé échapper un rire hystérique. « Vous allez vraiment croire cette moins que rien ? Je suis Karine Duval. J'ai porté cette entreprise à des niveaux que vous n'auriez même pas osé rêver. Il semble aussi que vous nous ayez mené à un scandale financier, » a répondu. Monsieur Bernard d'un ton glacial, et possiblement à des poursuites pénales. 2 agents de sécurité sont apparus à la porte. Mathieu leur a fait un signe en direction de Karine, qui a reculé jusqu'à heurter le mur. « Vous ne pouvez pas me faire ça, » a-t-elle dit, regardant chacun de nous. « J'ai des contacts. Je peux couler cette entreprise d'un simple coup de fil. »« Vous pourrez aussi expliquer ça au juge, » a répondu Monsieur Bernard. Puis, s'adressant au agent, escortez Madame Duval à son bureau, qu'elle récupère ses effets personnels et quitte le bâtiment. Elle ne doit toucher à aucun ordinateur ni appareil électronique de l'entreprise. Alors que Karine était escortée dehors, son regard a croisé le mien une dernière fois. Ce n'était pas de la haine que j'ai vue dans ses yeux, c'était quelque chose de pire, une incrédulité absolue. Elle n'a jamais cru que quelqu'un comme moi puisse la faire tomber. La salle est restée silencieuse. Monsieur Bernard s'est assis lourdement sur une chaise, se frottant les tempes. « Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, expliquez-nous tout depuis le début. » Pendant l'heure qui a suivi, j'ai relaté méthodiquement comment j'avais découvert la fraude, comment j'avais rassemblé les preuves, comment Karine avait tenté de me préparer comme bouc émissaire. J'ai montré des documents, des emails, des enregistrements. La pièce alternait entre un silence stupéfait et des murmures d'indignation. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt ?» a finalement demandé Monsieur Bernard. « Parce que j'avais besoin d'un dossier solide, » ai-je répondu. Karine avait beaucoup d'influence. Une accusation prématurée aurait été rejetée, et j'aurais perdu mon travail. Il a hoché la tête, compréhensif, intelligent et courageux. Quand la réunion s'est terminée, je suis restée seule dans la salle. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais respirer pleinement. J'ai regardé par la fenêtre vers les grands boulevards, aussi animés que d'habitude, étrangers au drame qui venait de se dérouler ici. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma sœur Anna. « Tout va bien ?» J'ai répondu par un simple « Oui, je te raconte plus tard ». En sortant de la salle, j'ai trouvé mes collègues qui attendèrent dans le couloir. Je m'attendais au rejet, peut-être au ressentiment pour les avoir surveillés en secret. Au lieu de cela, j'ai vu du respect dans leurs yeux. Julien a été le premier à parler. « Je suis désolé », a-t-il dit simplement. « J'aurais dû m'en rendre compte. »« Nous aurions tous dû », a ajouté Romain. Hélène s'est avancée et m'a serré dans ses bras. « Tu es incroyable, tu le sais ?»
Je me suis sentie mal à l'aise avec cette attention soudaine. Pendant si longtemps, j'avais été invisible. Maintenant, tout le monde me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Mathieu est revenu, son visage habituellement sérieux esquissant un léger sourire. « Monsieur Bernard veut vous voir dans son bureau demain à 9 heures. La police et les auditeurs externes seront là dans 1 heure. » Il m'a tendu une carte. Mon numéro personnel. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Que va-t-il se passer maintenant ? Une enquête complète, a-t-il répondu. Cela peut prendre du temps, mais avec vos preuves, il ne fait aucun doute que Karine fera face à de graves accusations. Cet après-midi-là, j'ai rangé mes affaires plus tôt que d'habitude. J'avais besoin d'espace, de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. En marchant sur la place de la Concorde, parmi les touristes qui photographiaient l'obélisque, je me suis sentie étrangement déconnectée de la scène, comme si je venais de me réveiller d'un long rêve. Dans mon petit appartement du Marais, je me suis servi un verre de vin et je suis sortie sur le balcon. L'agitation du quartier montait jusqu'à moi. Des rires, des conversations, la musique d'un bar voisin, la vie normale. Je me suis demandé quand je retrouverais le sentiment que ma vie était normale. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. « Allô ? Mademoiselle Dubois. » La voix grave de Monsieur Bernard. « Excusez-moi de vous déranger en dehors des heures de bureau. »« Ne vous inquiétez pas, » ai-je répondu, me tendant instinctivement. « Je voulais juste vous dire quelque chose que je n'ai pas pu exprimer correctement aujourd'hui. » Il a fait une pause. « Merci. Vous avez sauvé non seulement l'entreprise, mais aussi mon héritage. Je vous en serai éternellement reconnaissant. » Ces mots m'ont coupé le souffle. J'ai juste fait ce qui était juste, ai-je réussi à dire finalement. Et ça, mademoiselle Dubois, est beaucoup plus rare que ça ne devrait l'être. Une autre pause. Reposez-vous. Demain sera une journée intense. Après avoir raccroché, je suis restée sur le balcon, jusque tard dans la nuit, regardant Paris se transformer sous les lumières nocturnes. Pour la première fois depuis que j'avais commencé ma mission solitaire, je me suis autorisée à ressentir de la fierté. Non pas pour avoir fait tomber Karine, mais pour être restée fidèle à mes principes, quand il aurait été beaucoup plus facile de regarder ailleurs. Après la chute, le jour où tout a changé, Karine a été escortée hors du bâtiment en moins d'1 heure. Le département des ressources humaines a lancé une enquête interne immédiate et la police financière est arrivée avant midi. Pendant les semaines suivantes, Finance Paris est devenue une ruche d'auditeurs forensiques, d'avocats et d'agents de la brigade financière. La nouvelle a fuité dans les médias malgré les efforts de l'entreprise pour garder l'affaire privée. Fraude millionnaire démasquée dans un cabinet de conseil parisien, titrait Le Monde. Les Échos a consacré un article entier à l'affaire, bien que sans mentionner de nom pour des raisons légales. Dans les cercles financiers de Paris, cependant, on ne parlait que de ça. Cette première semaine a été surréaliste. D'être pratiquement invisible, je suis passée au centre de l'attention. Les mêmes collègues qui me saluaient à peine cherchaient maintenant ma compagnie pendant les pauses café ou m'invitaient à déjeuner dans les restaurants de la rive gauche. Les ressources humaines ont tenté de s'excuser, disant qu'ils n'avaient aucune idée, qu'ils suivaient simplement le protocole. Mais je ne voulais pas d'excuses. Je voulais de la responsabilité. Et pour la première fois, je l'avais. « Tu devrais te sentir comme une héroïne », m'a dit Hélène alors que nous partagions une planche de charcuterie dans un bar près du bureau, 3 jours après l'incident. « Tu as sauvé l'entreprise d'un scandale bien plus grand. » J'ai remué mon verre de vin blanc, contemplant la buée sur le verre. « Je ne me sens pas comme une héroïne », ai-je répondu honnêtement. « J'ai juste fait ce que je devais faire. »« C'est précisément ce qui te rend spécial », a-t-elle insisté. La plupart des gens auraient regardé ailleurs. Peut-être avait-elle raison, mais l'admiration soudaine me mettait mal à l'aise. J'avais passé tellement de temps à cultiver mon invisibilité que je ne savais plus comment gérer l'attention. J'avais besoin d'espace, de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. 1 semaine après la chute de Karine, j'ai demandé un congé.
non pas pour m'échapper, mais pour récupérer. Monsieur Bernard l'a approuvé sans hésiter. « Prenez le temps qu'il vous faut », m'a-t-il dit lors de notre réunion dans son bureau spacieux, avec vue sur le jardin des Tuileries. « Votre poste vous attendra. » « Merci, » ai-je répondu, sentant une boule dans ma gorge. « Ce ne sera que pour quelques semaines. » Il m'a étudié un moment. « Vous savez, en 40 ans dans le monde de la finance, j'ai tout vu. La cupidité, l'ambition démesurée, les tromperies. » Il a fait une pause, regardant par la fenêtre la verdure du parc. « Mais ce que j'ai rarement vu, c'est un courage moral comme le vôtre. » Ces paroles m'ont accompagné pendant le voyage en TGV vers la Provence, où je prévoyais de passer mon temps libre. Je retournais à mes racines, au petit village blanc où j'avais grandi, avec ses rues étroites qui serpentaient sur la colline et l'odeur de jasmin et d'oranger à chaque coin de rue. Ma famille m'a accueilli à bras ouverts et sans poser trop de questions. Mon père, toujours perspicace, a senti que j'avais besoin de tranquillité. Ma mère, en revanche, ne pouvait contenir sa fierté. « Ma fille qui tient tête aux corrompus de Paris », disait-elle en préparant une soupe au pistou dans la cuisine, comme si j'avais affronté toute la capitale. Anna, ma sœur, était plus réservée. Un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin rouge sur le toit terrasse, sous un ciel étoilé que Paris ne pourrait jamais offrir, elle m'a finalement demandé « Est-ce que ça en valait la peine ?» Tout ce temps, ce stress, cette solitude. J'ai réfléchi avant de répondre. « Oui », ai-je dit finalement. Non pas pour la reconnaissance, mais parce que j'ai pu dormir chaque nuit en sachant que j'avais fait ce qu'il fallait. Anna a souri, comprenant. Il en avait toujours été ainsi entre nous. Peu de mots, beaucoup de compréhension. Pendant les semaines suivantes, je me suis plongée dans la routine tranquille du village. J'aidais mon père dans son petit potager, j'accompagnais ma mère. Au marché, je faisais de longues promenades dans les oliveraies. Progressivement, le nœud de tension que j'avais porté dans ma poitrine pendant des années a commencé à se desserrer. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner sur la place du village, j'ai reçu un email de Mathieu. Karine avait été formellement accusée de fraude, de détournement de fonds et de falsification de documents. L'affaire irait en justice. Il m'informait également que le conseil d'administration avait approuvé une restructuration complète du service financier. « Ton témoignage sera fondamental », écrivait-il. « Mais ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Profite de ton repos. » J'ai relu l'email plusieurs fois, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. C'était réel. Tout s'était vraiment passé. Parfois, dans la paix de mon village, les événements de Paris semblaient un rêve lointain. Ce même jour, j'ai reçu un autre appel de Monsieur Bernard. J'ai été surprise de l'entendre. Il laissait normalement les communications quotidiennes à ses assistants. « J'espère ne pas vous déranger pendant vos vacances », a-t-il commencé. « Pas du tout », ai-je répondu, m'éloignant de l'agitation de la place pour mieux entendre. « Le conseil a discuté de l'avenir de l'entreprise », a-t-il poursuivi. « Nous voulons mettre en œuvre des changements significatifs, notamment en matière de transparence et de conformité réglementaire. » « Cela me semble très juste », ai-je répondu, sans comprendre complètement pourquoi il m'appelait personnellement pour me raconter cela. « Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger ce changement, quelqu'un avec une intégrité incontestable et une connaissance approfondie de nos opérations. » Il a fait une pause significative. « Nous créons un nouveau poste, directrice de la conformité, et nous voulons vous l'offrir. » Je suis restée sans voix, de comptable anonyme à directrice d'un nouveau département. C'était un saut énorme. « C'est un grand honneur », ai-je réussi à dire finalement. « Mais je n'ai pas d'expérience en management. »« Vous avez quelque chose de plus précieux, des principes, » a-t-il répondu. « Le reste peut s'apprendre. » J'ai promis d'y réfléchir. Pendant les jours suivants, l'offre a occupé mes pensées. Le matin, en aidant ma grand-mère à cueillir des herbes aromatiques dans son jardin, je pesais le pour et le contre. L'après-midi, assise sous un olivier centenaire,
J'imaginais ce que ce serait de retourner à Paris dans un rôle complètement nouveau. Mon père, remarquant mon inquiétude, s'est assis avec moi un après-midi. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma fille ?» Je lui ai parlé de l'offre, de mes doutes, de la peur de ne pas être à la hauteur. Il a écouté en silence, comme il le faisait toujours. Puis il a dit « Quand tu étais petite, tu étais toujours celle qui observait pendant que les autres agissaient. Tu voyais des choses que les autres ne remarquaient pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir. Mais maintenant, je devrais diriger, pas seulement observer, ai-je objecté. Les meilleurs leaders sont ceux qui savent observer avant d'agir, a-t-il répondu avec sa sagesse tranquille. Fais confiance à ton instinct, il ne t'a jamais fait défaut. Cette nuit-là, sous le même ciel étoilé que j'avais contemplé pendant mon enfance, j'ai pris ma décision. J'ai appelé M. Bernard à la première heure le lendemain matin. J'accepte le poste, ai-je dit sans préambule quand il a répondu. Excellent, a-t-il répondu, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Quand pouvez-vous revenir ? Dans 2 semaines, ai-je répondu. J'ai besoin de temps pour préparer certaines choses ici. Prenez le temps nécessaire. Votre bureau vous attendra. Mon bureau. L'idée me paraissait encore étrange. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de la chambre simple où j'avais grandi. Les murs blancs, la fenêtre avec vue sur les collines, la bibliothèque avec mes livres de jeunesse. Cet endroit m'avait formé, m'avait donné la force que je n'aurais jamais su que j'aurais besoin à Paris. Mon dernier jour au village, toute la famille s'est réunie pour un repas d'adieu. Ma grand-mère m'a pris les mains alors que je me préparais à partir. « Souviens-toi toujours d'où tu viens », m'a-t-elle dit, ses yeux clairs fixés dans les miens. « Cela te gardera droite, où que tu sois. » Avec ces mots résonnants, dans mon esprit, je suis retournée à Paris, non pas comme la Chloé invisible que j'avais été, mais comme quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui n'avait plus peur d'être vu. Le pouvoir silencieux. Un nouveau rôle, une nouvelle voix. 6 mois plus tard, je suis revenue en tant que directrice de la conformité. Les mêmes personnes qui m'ignoraient auparavant me rendaient directement des comptes. J'ai dirigé avec précision, mais je n'ai jamais perdu cette observation silencieuse qui m'avait protégée pendant toutes ces années. Sauf que maintenant, j'avais l'autorité. Je l'ai utilisée pour protéger des gens, comme moi, ce que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mon premier jour de retour à Finance Paris a été surréaliste. L'agent de sécurité, qui me saluait à peine auparavant, s'est maintenant mis au garde-à-vous en me voyant. « Bonjour, madame la directrice », a-t-il dit avec un sourire respectueux. Dans l'ascenseur, plusieurs collègues d'autres départements m'ont félicité pour ma promotion. L'invisibilité que j'avais cultivée pendant des années s'était évaporée du jour au lendemain. Mon nouveau bureau se trouvait à l'étage de la direction, avec vue sur les toits de Paris. Il était spacieux, lumineux, avec des meubles élégants et une plaque sur la porte qui indiquait « Chloé Dubois, directrice de la conformité ». Si différent de mon ancien cubicule sans fenêtre que je me suis presque sentie comme une usurpatrice. Mathieu a été le premier à me rendre visite ce matin-là. « Ce bureau te va bien », a-t-il commenté en observant comment je déballais mes maigres affaires. « Je m'y habitue encore », ai-je admis en plaçant un petit olivier en pot sur le rebord de la fenêtre, un cadeau de mon père. « Le procès contre Karine commence le mois prochain », m'a-t-il informé, changeant de sujet. « Ce sera médiatisé. Prépare-toi. » J'ai hoché la tête, consciente que mon témoignage serait crucial. « Comment va-t-elle » ? Combative. Elle a engagé le meilleur cabinet d'avocats de Paris. Mathieu a fait une pause. Mais les preuves sont irréfutables. Ton travail a été impeccable. Cet après-midi-là, j'ai eu ma première réunion avec ma nouvelle équipe. 5 personnes sélectionnées de différents départements pour former la nouvelle unité de conformité. Parmi eux se trouvait Hélène, que j'avais personnellement recommandée. Notre travail, ai-je expliqué alors que tout le monde s'installait autour de la table de conférence, n'est pas seulement de détecter les irrégularités, mais d'empêcher qu'elles ne se produisent. Nous allons changer la culture de cette entreprise. J'ai vu du scepticisme sur certains visages, notamment celui de Raymond,
un vétéran du service juridique. « Avec tout le respect que je vous dois, Chloé, » a-t-il dit, utilisant délibérément mon prénom au lieu de mon titre, comment espérez-vous changer des pratiques qui sont ancrées depuis des décennies? Je ne me suis pas offusquée de son ton condescendant. Je m'y attendais. De la même manière qu'on change n'importe quoi, Raymond, ai-je répondu tranquillement. Un pas à la fois, avec persévérance et un objectif clair. Au cours des semaines suivantes, nous avons mis en place de nouveaux protocoles, des systèmes d'audit plus rigoureux et des canaux anonymes pour signaler les irrégularités. Je me suis assuré que chaque employé, des stagiaires au directeur, reçoive une formation sur l'éthique des affaires. Ce ne fut pas facile. Il y a eu de la résistance, surtout de la part de ceux qui avaient profité de l'ancien système. Des commentaires dans mon dos, des obstacles bureaucratiques, même des tentatives de saboter certaines de mes initiatives. Mais je n'étais plus la Chloé invisible, facile à ignorer. J'avais maintenant le soutien de M. Bernard et du conseil d'administration. Un après-midi, alors que je consultais des rapports dans mon bureau, j'ai reçu une visite inattendue. Romain, mon ancien collègue de la comptabilité, est apparu à ma porte avec une expression inquiète. « Tu as un moment ?» a-t-il demandé. « Bien sûr, entre », ai-je répondu en lui indiquant de s'asseoir. Il s'est assis, visiblement nerveux. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » a-t-il commencé. « Je crois que ça recommence. » Mon attention s'est immédiatement aiguisée. « Que veux-tu dire ?» J'ai remarqué des divergences dans les comptes du projet de Marseille. Petites, comme celles que tu avais trouvées au début avec Karine. Mais elles sont là. Je lui ai demandé des détails, des dates, des montants. Pendant qu'il parlait, je me suis souvenu de ce que j'avais ressenti des années auparavant, remarquant ces premières irrégularités, étant ignoré quand j'avais essayé de les signaler. Maintenant, j'étais de l'autre côté du bureau, et je me suis promis que je ne ferais jamais sentir à personne ce que Karine m'avait fait sentir. « Merci d'être venu, Romain », ai-je dit quand il a terminé. « C'est exactement le type de vigilance dont nous avons besoin. Nous allons enquêter à fond. » L'expression de soulagement sur son visage a été immédiate. Je pensais que j'exagérais peut-être. « N'ignore jamais ton instinct quand il s'agit de chiffres qui ne collent pas, » lui ai-je assuré. Et ma porte est toujours ouverte. Après son départ, j'ai regardé par la fenêtre vers Paris, pensive. La fraude de Karine avait été un tremblement de terre dans l'entreprise. Mais les tremblements de terre révèlent parfois des failles plus profondes dans les fondations. Mon travail consistait à trouver ces failles et à les réparer avant qu'elles ne causent plus de dégâts. Le jour du procès de Karine est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Les médias s'entassaient devant le palais de justice, sur l'île de la Cité. Je suis entrée par une porte latérale, accompagnée de Mathieu et de l'équipe juridique de l'entreprise. Karine était déjà à l'intérieur, assise à côté de ses avocats, impeccablement vêtue et avec la même expression hautaine dont je me souvenais. Nos regards se sont croisés brièvement. Je n'ai vu aucun regret dans ses yeux, seulement un calcul froid. Je me suis demandé si elle avait jamais considéré les conséquences de ses actes, ou si elle regrettait simplement d'avoir été découverte. Mon témoignage a duré des heures. J'ai expliqué méthodiquement comment j'avais découvert la fraude, présenté les preuves que j'avais rassemblées, répondu aux questions agressives de la défense de Karine. À aucun moment je n'ai perdu mon sang-froid, même lorsque son avocat a insinué que mes motivations étaient l'envie et l'ambition personnelle. « N'est-il pas vrai que vous convoitiez le poste de Madame Duval ?» a-t-il demandé d'un ton insinuant. « Non », ai-je répondu simplement. « Je n'ai jamais aspiré à être directrice financière. » « Et vous vous attendez à ce que nous croyions que vous avez passé des années à collecter des informations en secret, simplement par sens du devoir ? » « Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire, » ai-je répondu, regardant directement le juge. « Parce que chaque euro détourné était de l'argent qui appartenait à l'entreprise, à ses employés, à ses actionnaires. Il ne s'agissait pas d'ambition personnelle. Il s'agissait de justice. » À la fin de la journée, en sortant du tribunal, un journaliste m'a abordé. « Qu'est-ce que ça fait d'avoir fait tomber l'une des dirigeantes financières les plus puissantes ?»
De Paris ? a-t-il demandé en approchant un micro de mon visage. J'ai réfléchi à ma réponse. Il ne s'agit pas de faire tomber qui que ce soit, ai-je dit finalement. Il s'agit de défendre certains principes, même quand c'est difficile, même quand on est seul. 2 semaines plus tard, Karine a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence, 7 ans de prison et une amende de plusieurs millions. La nouvelle a fait les gros titres pendant une journée, puis a été remplacée par d'autres scandales, d'autres histoires. Le monde a continué de tourner. Au bureau, une nouvelle normalité s'est progressivement installée. Mon équipe s'est agrandie, nos protocoles sont devenus partie intégrante de la routine quotidienne de l'entreprise. Parfois, en marchant dans les couloirs, je remarquais que certains des directeurs les plus anciens me regardaient encore avec une certaine méfiance, comme si j'étais une menace potentielle pour leurs petits secrets. Et ils avaient raison de me craindre. Un vendredi après-midi, M. Bernard m'a invité à prendre un café sur la terrasse de l'immeuble. Alors que nous contemplions le coucher de soleil sur Paris, avec le ciel se teintant d'orange et de rose, il m'a demandé « Êtes-vous satisfaite du changement que vous avez provoqué, Chloé ?» J'ai réfléchi à sa question. « C'est un début », ai-je répondu. « Le vrai changement prendra du temps. »« Vous avez raison », a-t-il acquiescé. « Mais vous avez déjà posé les fondations. » Il a fait une pause, observant l'horizon. « Vous savez, quand je vous ai engagé il y a des années, j'ai vu quelque chose en vous. Je ne saurais dire quoi exactement, mais il y avait une solidité, une intégrité qui est rare dans notre monde. » J'ai souri, me souvenant de mon premier entretien, de ma nervosité, du désespoir avec lequel j'avais besoin de ce travail. Je voulais juste une chance. « Et regardez ce que vous en avez fait, » a-t-il répondu. « Vous avez transformé toute l'entreprise. Parfois, je passe encore devant l'ancien bureau de Karine. Il est maintenant occupé par le nouveau. Directeur financier, un homme compétent et honnête qui collabore étroitement avec mon département. La plaque au nom de Karine a été retirée, sa présence effacée comme si elle n'avait jamais existé. Mais je ne ressens pas de rancune, seulement de la clarté. Sa chute n'est pas due au fait que j'ai été plus bruyante. C'est parce que j'ai écouté, parce que j'ai documenté, parce que j'ai attendu. J'ai appris quelque chose de puissant. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une arme, plus affûtée que les mots, plus furtive que la trahison, et impossible à ignorer quand elle prend enfin la parole. Et maintenant, tout le monde écoute. Ma grand-mère avait raison. Les paroles s'envolent, les écrits restent, et ce que j'ai écrit, avec patience et détermination, c'est ma propre histoire de rédemption. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont un jour été sous-estimés, ignorés ou réduits au silence. Parce que parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de parler plus fort, mais d'observer plus attentivement. Non pas d'exiger l'attention, mais de prêter attention. Et quand on décide enfin de parler, de s'assurer que chaque mot compte,